La première puissance mondiale vote et le rôle des musulmans s'avère une fois de plus déterminant dans cet événement. Mais comment est-ce possible qu'au pays de l'oncle Sam, leader du monde occidental et majoritairement protestant, les musulmans ultra minoritaires puissent malgré tout avoir un impact déterminant? Cela tient en partie à l'histoire, à la spécificité du système électoral américain et à la place centrale qu'occupe le Moyen-Orient et le monde musulman en général dans la politique des USA. Tout cela peut paraître complexe, mais je suis là pour tout vous expliquer dans cette vidéo. Et vous verrez, c'est très simple. Assalamu alaikum, chers abonnés, comment allez-vous? J'espère que vous portez à merveille. Moi, alhamdulillah, ça va très bien. Comme vous l'avez lu sur le titre, nous allons parler des élections américaines et plus particulièrement du rôle des musulmans dans cette élection. Alors, je vais évoquer avec vous l'origine des musulmans américains, les vagues successives d'immigration, mais également leur impact dans la société moderne américaine, et tout cela à l'aune, bien sûr, de la relation entre diplomatie américaine et Proche et Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, pour mieux comprendre les origines et les implications actuelles de ce conflit, je vous invite à regarder la vidéo qui vous parle de l'histoire de Izzeldin Aboulaish, un chirurgien palestinien à l'histoire déchirante, mais je vous garantis qu'en écoutant son histoire, vous comprenez non seulement les origines, mais également ce qui se passe et ce qui se joue actuellement au Moyen-Orient. Alors, sa vidéo est là, n'hésitez pas à la regarder, c'est très important et il faudrait vraiment que le maximum de personnes puissent savoir ce qui se passe en Palestine actuellement. Et donc, je vous invite à liker, voilà, des gros pouces bleus, beaucoup d'encouragement, de motivation. N'oubliez pas de commenter pour qu'on ait vos retours. C'est extrêmement important qu'on puisse échanger et s'enrichir mutuellement. Et donc, des partages pour qu'on puisse atteindre le maximum de personnes à travers ces contenus et qu'on ait la motivation nécessaire pour que je puisse continuer avec mon équipe à vous faire des vidéos, des histoires inspirantes, des décryptages de la géopolitique, de l'actualité, du monde musulman, bien entendu. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Les historiens estiment que 15 à 30% des esclaves transportés de force aux Amériques étaient musulmans. Alors, ces derniers se cachaient aussi pour réciter le Coran et faire les 5 salades obligatoires de la journée. Et donc, parmi eux, il y a même un célèbre Omar ibn Saïd. Je sais, lorsque vous entendez son nom, vous dites qu'il est peut-être d'origine saoudienne, par exemple. Eh bien non, il est d'origine sénégalaise. Il est né au Fouta Toro, c'est-à-dire au nord, une région au nord du Sénégal, en 1770. Il a été vendu comme esclave aux Amériques, ce qu'on appelle aujourd'hui les États-Unis plus précisément, et il a été enterré en Caroline du Nord. Mais pendant toute sa vie, donc il a été réduit à l'esclavage à 35 ans, il est mort à 94 ans. Il a, pendant toute cette période où il était esclave, rédigé également 14 ouvrages en arabe. Et on a également des cas similaires, même si celui-ci, il est vraiment très illustre, très, très célèbre, hein. Omar Ibn Saïd, n'oubliez pas, vous pouvez vous renseigner sur ce personnage, ça mérite le détour. On a également, après l'esclavage donc et la constitution des États-Unis d'Amérique, on a d'illustres personnages qui se sont convertis à l'islam, notamment le fameux Muhammad Alexander Russell Webb. Il s'est converti en 1889 et en fait, c'était, on peut dire, le premier grand personnage musulman, voilà, de l'époque, et il était diplomate en plus. Donc, cela a permis aussi de faire connaître l'islam au pays de l'oncle Sam.
Ensuite, il y a eu, après l'esclavage, voilà, les premières conversions et tout, il y a eu également des vagues d'immigration hein, vers le début du 19e siècle, des vagues d'immigration en provenance du Liban, de la Syrie, de l'Irak, du Yémen. Et ça s'est poursuivi comme cela jusqu'à, on va dire, l'époque contemporaine, donc le 20e siècle. Il y a toujours eu ce type d'immigration. Ensuite, on a eu d'autres types d'immigration, comme par exemple les Pakistanais, les Indiens. Il ne faut pas oublier que quand même les Indiens, alors les musulmans, ils sont minoritaires en Inde, mais c'est une minorité forte. Hein, voilà. On parle de 200 millions d'ici 200 millions de musulmans actuellement en Inde, donc c'est vraiment une minorité forte. Et d'ici à l'horizon 2050, on parle de 20% voilà, de la population indienne qui sera musulmane. Donc, on a aussi une immigration musulmane venant d'Inde, du Pakistan, voilà, du Moyen-Orient toujours, comme au 19e siècle. Et tout ça, ça se passe au 20e siècle. Et donc, voilà un petit peu comment on peut situer l'origine des musulmans aux États-Unis d'Amérique. Même les présidents américains s'y sont mis. On se souvient en 1764 de la publication du Coran de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, c'est le troisième président des États-Unis d'Amérique. Donc, il fait partie des pères fondateurs du pays. On se souvient également de Muhammad Ali, de Malcolm X, Mike Tyson et beaucoup d'autres que nous n'allons pas tous citer ici. Et donc, les musulmans et l'islam, ce n'est pas du tout étranger aux Américains. Voilà, ça remonte à très longtemps. Mais aujourd'hui, les musulmans, malgré toute cette historique, ne représentent que 1% de la population américaine. Avec 1%, comment on peut être aussi influent et déterminer l'issue des élections américaines? Eh bien, cela, tenez-vous bien, tient compte du fait que les États-Unis, comme à leur habitude, ne font pas dans la demi-mesure. C'est un pays, voilà, toujours extraordinaire à tout point de vue. Et donc, sur 50 États, en fait, il y a ce qu'on appelle les swing states, donc les États basculent. Alors, en fonction de l'année électorale, ça change un petit peu. Et pour cette année, les experts ont déterminé à peu près 7 États bascules, donc 7 swing states sur les 50 États. Alors, les 43 États restants, en fait, on sait à peu près à plus de 90% pour qui ils vont voter. Par exemple, les grandes métropoles, la Californie, enfin, c'est un État, la Californie, l'État de New York, et bien sûr, c'est là où il y a les plus grandes villes, hein, la ville de New York et par exemple Los Angeles et autres. Ben, ces États-là qui abritent des grandes villes, majoritairement, ils votent démocrates. Et généralement, les États un peu plus petits, ils votent, voilà, républicains, mais à peu près, on sait que sur 43 États, ceux-là vont voter pour les républicains, ceux-là pour les démocrates. Et donc, quand on fait comme ça des projections, les experts actuellement, ils tablent sur 219 grands électeurs pour Donald Trump et 226 grands électeurs pour Kamala Harris. Et donc, il va rester pour gagner l'élection à peu près quoi, 40, une quarantaine, une cinquantaine de grands électeurs. Et donc, pour atteindre les 270 grands électeurs, voilà, c'est vraiment la barre fatidique pour gagner l'élection américaine. 270 grands électeurs. Et donc, contrairement à la plupart des pays francophones, hein, la France, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est les élections généralement sont au suffrage universel direct et donc c'est proportionnel. Hein, donc, aux États-Unis, on vote pour constituer des grands électeurs. Donc, ce n'est pas un vote au suffrage direct. On vote pour des grands électeurs. Et chaque État a un nombre de grands électeurs qui lui est attribué en fonction de la démographie de cet État-là. Donc, si on a 43 États, on sait à peu près pour qui ils vont voter, on fait les projections, 219 grands électeurs pour Donald Trump, 226 pour Kamala Harris, il reste les 7 swing states qui, eux, peuvent, comme leur nom l'indique en français, État bascule, on peut traduire ça comme ça, ils peuvent voter pour l'un ou pour l'autre en fonction du choix des indécis. Et du coup, il y a une autre règle qui vient pour compliquer les choses. En plus du fait qu'il y a des swing states, du fait que il y a du fait que ces swing states là peuvent varier
Donc, d'un à l'autre, on ne sait pas exactement pour qui ils vont voter. En plus de cela et du fait qu'il y a les grands électeurs et donc c'est pas au suffrage direct, il y a un troisième point focal qui vient s'ajouter à tout cela pour rendre les choses encore plus compliquées, c'est qu'il y a la règle du the winner take all. Donc, si par exemple vous êtes dans un État, donc je gagne, disons, 50 voix plus une. Alors, si c'est au suffrage direct, c'est proportionnel. Normalement, on s'est dit 50 voix plus une, ben, je gagne, voilà, disons, je gagne 51%. D'accord? Mon adversaire, il a 49%. Ben, c'est pas comme ça. The winner take all, ça veut dire que, tout simplement, si je gagne 50 voix plus une, ben, toi, mon adversaire, t'es 49,99%, eh ben, tu n'as aucun grand électeur. Zéro. Zéro. Je prends tous les grands électeurs, malgré que je t'ai battu d'une seule voix. Donc, the winner take all, c'est vraiment cette règle-là qui vient encore complexifier tout ce système électoral qui est vraiment très particulier. Swing states, grands électeurs, the winner take all, tout ça fait que, en fait, les voix se jouent, enfin, le vainqueur se joue à quelques voix près. Par exemple, en Géorgie, en 2020, Joe Biden de Géorgie, justement, qui était un État bascule et qui l'est toujours pour cette élection 2024 entre Kamala Harris et Donald Trump, eh bien, en 2020, Joe Biden a gagné la Géorgie avec à peu près 11 000 voix d'écart. Vous vous souvenez d'ailleurs que c'est là qu'a amené la polémique où Donald Trump a appelé le gouverneur de Géorgie pour lui dire, voilà, de trouver les 11 000 voix manquantes pour basculer le résultat. Parce que s'il gagnait ce swing state-là et que les recours en justice, voilà, pour fraude, etc., qu'il avait évoqué, si ça avait abouti en Pennsylvanie et qu'en même temps, il basculait le résultat, voilà, de quelques milliers de voix en sa faveur en Géorgie, il gagnait l'élection. Et donc, ça se joue généralement à 1000 voix par-ci, 10 000 voix par-là, sur un pays qui fait quoi, à 335 millions d'habitants. Voilà, donc c'est vraiment très complexe et c'est là où on arrive à la réponse. Comment se fait-il que 1% seulement des Américains musulmans peuvent déterminer le vainqueur de l'élection? Ils sont 1%. Alors, il y a des États, justement des États clés, où ils ont plus de 1%. C'est-à-dire que leur démographie est supérieure à la moyenne nationale. Ils sont bien sûr assez nombreux en Californie, voilà. Mais en fait, ces États-là, c'est pas important parce qu'on sait déjà qu'ils vont voter démocrate. Donc, le fait qu'ils soient 2% ou 3% là-bas, ça ne change rien. Par contre, s'ils sont par exemple 2% dans des États clés, là, ça peut faire la différence. Et c'est le cas au Michigan, où la moyenne, la démographie des musulmans américains au Michigan dépasse la moyenne nationale. Et donc, les musulmans du Michigan peuvent faire basculer l'élection parce que le Michigan est un État clé. C'est également le cas en Pennsylvanie pour cette année. Donc, il y a trois États swing states, donc trois États bascules où en fait les musulmans, de par leur concentration démographique, même si ça reste voilà, très minoritaire, mais vous l'aurez compris, avec 10 000 voix d'écart, 15 000 voix d'écart, ça peut jouer. Et donc, dans ces trois États clés, donc Michigan, Pennsylvanie, Géorgie, les musulmans, justement, sont assez nombreux là-bas par rapport à la moyenne nationale. Et donc, ils peuvent faire pencher la balance en faveur d'un candidat ou de l'autre. Alors, les musulmans américains, ils votent pour qui habituellement? Ils votent pour les démocrates, en majorité en tout cas. Mais il se trouve que pour cette année, vous savez qu'il y a le conflit israélo-palestinien. Les musulmans américains, pas simplement les Arabes, parce que quand on dit musulmans, c'est les Arabes américains qui sont aussi très nombreux, mais les musulmans en général, donc qu'ils soient d'origine subsaharienne, du Maghreb, du Moyen-Orient, du Pakistan, voilà, ou bien même des convertis. Et donc, ces musulmans-là, ils sont pas contents, en fait, c'est le moins que l'on puisse dire, hein, ils sont pas contents du tout, ils sont même
très fâché contre la politique de Joe Biden au Moyen-Orient car il n'a pas su arrêter les massacres qui se passent à Gaza depuis plus d'une année et perpétrés donc par le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Et donc, vous avez vu les manifestations dans les universités américaines et voilà, il n'y a pas que des musulmans qui les soutiennent, mais donc leur choix, en fait, c'est actuellement un dilemme stratégique et moral. Est-ce qu'ils sanctionnent la politique ou plutôt la diplomatie de Joe Biden, de l'administration Biden en s'abstenant, parce qu'ils ne vont pas voter en fait pour Donald Trump, puisque lui, c'est un soutien de l'aile droite israélienne. Donc, ils ne vont pas voter pour lui, mais ils peuvent sanctionner Joe Biden et son administration en s'abstenant justement de voter. Ils ne votent pas, et s'ils ne votent pas, en grande majorité, s'ils font monter le taux d'abstention, eh bien, cela va jouer en faveur de Donald Trump. Donc, même s'il ne vote pas pour lui, ça va le privilégier. Oui, on peut parler de volonté de sanctionner l'administration Biden et sa diplomatie défectueuse au Moyen-Orient. On sait par exemple qu'en 2020, 69% des Américains d'origine arabe ont voté pour Joe Biden. Or, actuellement, on sait également que 50% des musulmans américains se disent pas du tout satisfaits de la politique et donc de la diplomatie américaine dans ce conflit au Proche-Orient qui a éclaté depuis plus d'une année. Et donc, ils peuvent vouloir le sanctionner et d'ailleurs, ils l'ont longuement exprimé également. Il y a aussi des groupes musulmans qui ont officiellement, dans des meetings de Donald Trump, affiché leur soutien à Donald Trump justement. Et il y a un autre problème que Kamala Harris a dans cette élection, car quand on parle de Joe Biden, en fait, on parle forcément de Kamala Harris puisque c'est elle qui prend la succession et donc qui s'est présentée à sa place. Et bien, l'autre problème, c'est qu'aux États-Unis, en fait, on parle surtout des démocrates et des républicains. Mais on oublie qu'il y a également des candidats indépendants. On n'en parle pas beaucoup, mais il y en a. Par exemple, il y a la fameuse Jill Stein. Elle est la leader du Parti vert, donc sont les écologistes américains. Elle est créditée actuellement d'à peu près 1% dans les intentions de vote. Là aussi, 1%, vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais on l'a vu avec les musulmans, ils font également 1% de la population américaine, un peu plus, parfois 2%, 2,4% dans certains swing states, justement, et c'est là où ça devient très intéressant. Donc, 1%, c'est petit, mais c'est pas petit. Et donc, avec les 1%, elle, normalement, en tant que candidat indépendant, lorsque, en fait, l'élection se rapproche, c'est-à-dire la date donc du 5 novembre, lorsque ça se rapproche, généralement, les candidats indépendants, ils se retirent et ils vont se rallier aux gros candidats. Soit, s'ils sont de tendance, en fait, voilà, de la gauche, ils vont plutôt se rallier aux démocrates et donc aux candidats démocrates. Et inversement, s'ils sont plutôt de droite, ils vont se rallier aux candidats républicains, donc choisi par le Go Party. Et donc, en fait, actuellement, Jill Stein, elle est très pro-palestinien. Elle a utilisé le mot de génocide pour qualifier ce qui se passe actuellement à Gaza. Elle est pour la solution à deux États, mais maintenant, elle est pas du tout en accord avec la politique de Joe Biden et de Kamala Harris au Moyen-Orient. Et donc, les électeurs musulmans américains, ils peuvent vouloir voter pour elle ou s'abstenir. Donc là, même s'ils veulent pas s'abstenir, ils veulent voter parce que c'est un acte en fait républicain, c'est un acte citoyen. Ils peuvent dire voilà, moi il faut que je vote coûte que coûte. Et là, ils ont une option pour voter justement, et tout en étant dans l'opposition et le mécontentement face à l'administration Biden et donc à Kamala Harris. Il y a également des candidats indépendants de tendance droitière, donc par exemple le fameux Robert Kennedy Jr., donc de la famille des illustres Kennedy, vous l'aurez compris. Et bien lui, avant le retrait de Joe Biden, il était crédité de 8,6% à peu près dans les intentions de vote. Ensuite, lorsque Joe Biden
s'est retiré et donc a laissé la place à Kamala Harris, il était crédité à peu près de 4,6%, voilà, 4,7% à peu près. Et donc, contrairement à Jill Stein, qui a refusé et qui refuse toujours de se retirer pour se rallier à Kamala Harris, lui, par contre, alors, les Kennedy, bien sûr, historiquement, c'est plutôt les démocrates, hein, mais lui, voilà, c'est, lui, en tout cas, il est plutôt de droite. Voilà, on sait pas pourquoi, on n'a pas trop compris, mais il est plutôt de droite et même d'extrême droite. Et donc, du coup, lui, contrairement à Jill Stein, il a accepté de se retirer au moment, justement, il était crédité d'à peu près 4,7%. Pas 1% comme Jill Stein, mais 4,7% dans les intentions de vote en ce moment-là, dans un meeting, voilà, en Arizona de Donald Trump. Il a décidé d'annoncer qu'il se retire et que donc il se rallie à la campagne, à la candidature donc de Donald Trump. Et vous voyez que là, c'est un avantage pour Donald Trump par rapport à Kamala Harris. Voilà, parce que quand on parle du mécontentement des musulmans américains, il y a de fortes chances qu'ils veuillent soit s'abstenir, soit voter pour Jill Stein pour manifester justement ce mécontentement. Et donc ça va favoriser Kamala Harris, mais également au niveau des candidats indépendants, on a une côté démocrate qui ne veut pas retirer sa candidature et on a un autre qui pesait beaucoup plus lourd dans les sondages qui lui par contre a retiré sa candidature. Alors, tout cela, où est-ce que ça va nous mener? Est-ce que les musulmans américains vont plutôt pencher la balance du côté des démocrates ou plutôt du côté des républicains? Ben, on le saura, voilà, dans quelques heures désormais, donc le mardi 5 novembre. Et vous savez quoi? Ben, je vous invite à ce qu'on se retrouve juste après les élections pour discuter de la suite bien sûr, de cet événement planétaire qui est l'élection américaine. D'ici là, bah, je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas de liker, partager, commenter pour que j'ai également vos retours et qu'on puisse s'enrichir mutuellement. C'est très important. Donnez-nous de la force, voilà, qu'on puisse atteindre le maximum de visibilité et donc qu'on puisse avoir l'opportunité de partager nos contenus et avoir la motivation de continuer à vous faire des vidéos inspirantes comme celle-ci et bien d'autres, Inch'Allah, je l'espère. Alors, portez-vous bien et à très vite, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.